Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver dans PL Club pour la 27e journée de Première Ligue. Ça veut dire qu'il reste encore 12 journées à disputer dans une Première Ligue toujours aussi passionnante et toujours aussi spectaculaire. Sur ce plateau, c'est avec plaisir qu'on retrouve Jean-François. Salut Serge. Bruno. Salut, bonsoir. Et puis à distance, toujours évidemment Christian, durant toute cette émission et comme tous les jeudis. Avant de parler de la Première Ligue, on va parler de la Cup. C'était une semaine particulière puisqu'il y avait les 8e de finale de Cup et on va revenir sur l'événement mardi soir, cette rencontre entre Luton et Manchester City, score final 2-6, mais un exploit de Kevin De Bruyne et un exploit aussi évidemment d'Erling Haaland. Oui, alors De Bruyne, un chiffre que j'ai reçu ce matin, toute compétition confondue, sur les 10 dernières années, 202 assists. Lionel Messi, sur la même période, toute compétition confondue, 203 assists. De Bruyne est une star mondiale. Ça commence fort avec Bruno. Je peux y aller? Oui, on peut y aller. On va quand même revenir sur ce match de mardi. 4 assists pour Kevin De Bruyne. C'est une première dans sa carrière, Jean-François. C'est une première. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir aussi toute la panoplie des possibilités qu'il offre à City. Et je pense que pour la fin de saison, parce qu'on rentre quand même dans un mois de mars qui va être déterminant peut-être pour le titre, eh bien... Sûrement. Voilà, exactement. La manière dont Kevin De Bruyne peut jouer avec cette équipe de City apporte au nouveau, évidemment énormément de choses. Haaland, évidemment, 5 buts. Oui, mais lui, c'est pas un exploit puisqu'il le fait régulièrement. Il l'avait déjà fait, c'était face à Leipzig, si je me souviens bien. Oui, mais c'est les deux ensemble qui sont certainement deux atouts maîtres pour Guardiola dans la fin de saison. Mais non, avec De Bruyne, ce que je trouve, il y a un but qui est vraiment, enfin c'est les deux passes verticales qu'il donne pour Haaland, où là on voit ce qu'il apporte au jeu de Manchester City. Je pense que dans l'effectif, malgré tous les bons joueurs qu'il y a, c'est celui qui est capable, en tout cas par cette verticalité, de faire sauter certains verrous. On va reparler de Luton. Oui, et de City aussi. C'est quand même une équipe qui alterne le côté naïf, Luton, sur certaines actions, et puis un côté un peu corrosif, parce qu'ils ont déjà réussi des résultats. Ils peuvent réaliser un 4-4 contre Newcastle, en planter 4 à Brighton, forcer les Gunners à aller chercher un 4e but dans le temps additionnel, du temps additionnel pour une victoire. Mais à côté de ça, il y a... Est-ce qu'on se maintient entre cette alternance naïf-corrosif? On va en parler, justement. Merci. Ce sera un des thèmes de cette émission aujourd'hui. On va quand même rappeler les quarts de finale de Cup. Il y aura United face à Liverpool, City face à Newcastle, Chelsea face à Leicester et puis Wolverhampton face à Coventry. Voilà pour le programme, en tout cas, des quarts de finale de cette Cup. On revient sur la Première Ligue et sur le week-end dernier avec les faits marquants que voilà. Les buts marqués. On n'a jamais autant marqué en Première Ligue. 132 buts de plus que la saison dernière et j'ai un chiffre, on a marqué 158 buts en 42 matchs de Première Ligue en février, une moyenne de 3,8 buts, c'est le mois avec le plus de buts de l'histoire de la Première Ligue. Dans le dernier quart d'heure, on marque toujours autant, toujours deux équipes invaincues, Arsenal et Manchester City, et puis les performances individuelles. Bowen qui a signé le 20e hat-trick de la saison en Première Ligue, et je vous propose d'ailleurs de revoir ses buts. C'était le match de lundi soir, West Ham, qui était quand même pas dans une très bonne période, mais qui est parti très fort face à Brentford, autre équipe qui est quand même un petit peu en difficulté. On en reparlera parce que c'est une équipe qui commence à regarder vraiment vers le bas et vers la zone de relégation. Bowen qui a marqué donc déjà un doublé en l'espace de 7 minutes. C'est quand même un des joueurs anglais de grande qualité de cette Première Ligue. Même très légèrement sous-estimé. Son rôle est absolument capital dans cette équipe. Il a un engagement sans faille. Aujourd'hui, il a une finition. Écoutez, ce joueur-là va encore bouger. Est-ce qu'il peut justement aller chercher un club du Big Four, du top 4. Et jouer, avoir le même temps de jeu que Grealish quelque part, oui. Ouais, c'est pas mal comme comparaison. Voilà, c'est le joueur il y a des joueurs qui ont un talent inné. Voilà, il a du talent aussi, mais il ajoute à ce talent cette espèce de cette mentalité, cette détermination. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, et on le voit dans tous les clubs vous savez, tous ces clubs qui cherchent à trouver des bons profils, à les revendre, etc. Mais c'est ce type de joueurs-là qu'on recherche dans la mentalité. Et même dans les recrutements aujourd'hui, dans les tout grands clubs, on cherche à orienter le recrutement sur la mentalité. Et de plus en plus. Oui, c'est vrai. Voilà pour les faits marquants, pour le triplé de Bowen. On va attaquer la première rencontre. Une affiche un petit peu différente parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette année dans PL Club, puisque c'est Luton face
face à Aston Villa. On en parle après ceci. Ce sera la rencontre de samedi à 18h30. Luton actuellement 18e, donc en position de relégable avec 20 points. Et à 4 points du premier non relégable qui est Nottingham Forest, alors qu'Aston Villa est toujours un match de moins aussi, c'est vrai. Aston Villa 4e, donc toujours dans les positions qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions avec 52 points, c'est-à-dire 5 points de plus que Tottenham, mais avec un match de plus, et 8 points de plus que Manchester United. On va commencer avec Luton, parce que voilà, des 3 équipes promues cette saison, c'était celle qui était quasiment condamnée d'avance par tous les observateurs dans la Première Ligue. Et qu'est-ce qu'on constate maintenant à la 27e journée? C'est que c'est le seul des 3 qui peut encore se sauver. De manière générale, vous avez Burnley qui explose la Championship avec plus de 100 points. 3 victoires à l'étage du dessus. Vous avez Sheffield qui était deuxième avec au-delà des 90 points, 3 victoires cette saison à l'étage du dessus. Et Luton qui a dû cravacher pour qui est passé par les playoffs. Et je vous l'ai dit, c'est entre naïveté et côté corrosif, cette équipe-là, elle... Ah, vous avez tout à fait raison, mais il faut noter aussi que contre justement Sheffield, ils perdent. Oui. Et que contre ils ont gagné, Burnley, je pense, au match aller, ils ont perdu le match retour. Et que contre Burnley, c'est aussi des matchs compliqués pour eux. Je vous propose de faire le point justement sur le classement du bottom 6, des 6 derniers de Première Ligue. Alors l'info aussi de la semaine, c'était Everton, qui a récupéré quand même 4 points, des 10 points qu'on lui avait enlevés. Ça change tout parce qu'ils passent à la 16e place et ils prennent de l'avance sur les premiers relégables. Regardez Luton, 20 points. Je pense que pour Sheffield United et Burnley, c'est réglé. Ils retrouveront la Championship la saison prochaine. 4 points de retard sur Nottingham Forest, qui est quand même aussi encore menacé de perdre des points. Oui. Ce qui est formidable avec Luton, si on prend, et Chris ne va pas nous contredire, si on prend les 13 derniers matchs, ils marquent à chaque fois. Oui. Mais si c'est pour en encaisser 6, il y a un souci, quoi. Ouais, ils ont encaissé 19 buts sur les 5 dernières rencontres de Première Ligue. Et 10 sur leurs 2 derniers matchs. On prend 6 City. Sans oublier évidemment les matchs de Cup. Je parlais que de Première Ligue. Oui, donc, avec aussi quelques défenseurs qui sont blessés. Donc là, ils sont en difficulté. On va quand même regarder le calendrier de cette équipe de Luton parce qu'on a bien compris que c'est à domicile dans ce petit stade avec plein de charme et plein d'ambiance, Kenilworth Road. C'est là que Luton pourra éventuellement se sauver et regarder les adversaires à se voir. Aston Villa, ce sera pour samedi, mais derrière, Fulham, Everton, Bournemouth, Brentford, Nottingham. Il y a quelques concurrents directs, des équipes qui sont dans la deuxième moitié de classement. Donc voilà, ils ont déjà affronté tous les gros à domicile et ils ont pris des points aussi face aux gros parfois. C'est exactement pour ça que je faisais référence au match de Sheffield, parce que la seule référence qu'on a dans les dernières semaines, c'est la défaite 1-3 contre Sheffield, alors que c'était totalement à leur portée. Donc quand on voit évidemment tous ces matchs-là, ce sera clé pour eux. La référence, c'est ce match-là. 4-0 face à Brighton. Alors on sait que Brighton est aussi une équipe parfois un peu instable, qui n'est pas toujours très régulière. Joueuse, c'est vrai. Joueuse. Maintenant, se sauver à domicile, oui. 3 victoires en 13 matchs à domicile jusqu'ici. Il va falloir quand même changer les stats pour se sauver. Oui, mais parfois battus. On se souvient que Liverpool avait pris un point à la 95e minute. Oui. Ils sont battus que 1-2 par City, 3-4, d'accord. Mais c'était face au gros calibre. Là, ils vont affronter des équipes sans doute plus accessibles, mais qui ne vont pas venir faire le jeu. Ça, c'est vrai aussi, Jean-François. Moi, je pense que c'est ça qui est un peu la clé aussi pour eux. C'est qu'ils vont se retrouver face à des équipes qui, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé contre ces équipes qui restent avec eux là dans le bas de tableau, ça se passe toujours un peu difficilement quand même. Donc moi je pense que ce ne sera pas facile, mais c'est bien d'avoir son sort en main et je dirais même que c'est la déclaration d'Edwards qui dit on n'a pas la main sur tout, mais on a la main sur certaines choses et on a quelque part notre sort entre nos mains aussi. Il faisait référence évidemment avec ces points qu'on rajoute, qu'on enlève, etc. Mais il dit on va se concentrer sur... On peut agir sur certaines choses, on va se concentrer là-dessus. Le reste, on va oublier. Ouais, justement, là, on a donné le contexte général. Si on veut de l'analytique, on va aller du côté de Christian parce que, voilà, on le sait, c'est tous les ans pareil. La bataille pour le maintien exige certaines qualités dans certains domaines. Quand on joue le bas du classement, il y a une catégorie ou deux qu'on ne doit pas regarder, c'est le jeu dominant placé et le jeu dominant rapide, parce que par définition, s'ils étaient plus forts dans ces domaines-là, ils ne seraient pas dans des positions de relégables. Par contre, là où on peut surprendre, c'est la transition rapide et surtout la phase arrêtée. Et si on regarde ce tableau qui est en 2 parties, j'ai mis en fait les 5 dernières équipes du championnat, à l'exception d'Everton, parce que c'est quand même un cas particulier. Et on voit en fait que sur les transitions rapides, les équipes qui
sont pas encore relégables, c'est les équipes qui marquent le plus sur la transition rapide, par exemple, comme Brentford et Nottingham Forest. Là, Luton n'est pas très, très bon. Regardez, Sheffield, c'est très mauvais, et Burnley, c'est pas bon non plus. Mais par contre, à la phase arrêtée, là, c'est quelque chose, et on le dit à chaque fois, c'est quelque chose que tout le monde peut travailler et que tout le monde peut prendre des points. Luton a marqué 14 buts sur phase arrêtée, c'est la meilleure équipe des 5. Ça leur a rapporté 15 points sur les 20 chaque fois qu'ils ont marqué sur phase arrêtée. Donc c'est un domaine, c'est comme Jean-François dit, on a des choses sur lesquelles on peut agir, et là on peut agir, on le voit, il y a des choses à travailler, il y a un faux appel vers le premier poteau et quelqu'un qui se présente en deuxième pour pouvoir marquer un but. Il y a des matchs importants où il faut aller se battre. Regardez, ils sont à 9 dans le rectangle pour aller mettre ce ballon sur la phase arrêtée. Ça, c'est vraiment le domaine sur lequel ils ont une prise et qui doivent absolument continuer pour pouvoir essayer de se sauver cette saison. Donc si je comprends bien, 75% des points ont été pris grâce à des buts marqués sur phase arrêtée cette saison. C'est ça qui peut sauver Luton. C'est terriblement impressionnant. J'étais en train de penser au travail d'entraînement que ça représente. Il faut consacrer des heures à ça. Des heures. Même si vos joueurs sont fatigués parce que vous avez joué le mercredi, que vous rejouez le dimanche. Hein. Et c'est une des choses les plus compliquées à travailler à l'entraînement parce que par définition, les joueurs n'ont pas envie. C'est-à-dire travailler les phases arrêtées. Mais ils n'ont pas envie parce qu'en fait... même à ce niveau-là. Même à ce niveau-là, parce qu'à un moment donné, d'abord, il faut aller au contact. Hein. Si on veut les jouer à 100%, il faut aller au contact. Il faut prendre des ballons de la tête, ils n'ont pas toujours envie. Et donc, c'est pas facile à travailler. Alors, on peut les théoriser. Et il faut que le jour J, évidemment, tout soit bien. Il faut d'abord un bon frappeur, ça je pense que c'est la chose essentielle. Il faut que les courses d'appel soient bonnes. Il faut aussi qu'il y ait un lien, qu'on sache exactement où le ballon va être frappé, parce qu'en fait c'est ça un peu le secret. Il faut avoir quelqu'un dans son équipe qui sache dire voilà, je vais la mettre là. Et après, il faudra que le défenseur ou que l'attaquant prenne l'avantage sur son opposant direct. Il faut voir si l'adversaire joue en zone, si l'adversaire joue en individuel. Alors ça va apporter quelques modifications. Et puis comme Christian l'a souvent dit aussi, ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est qu'on fait des phases arrêtées à T+1, T+2, T+3, c'est-à-dire qu'on les prépare avant, mais là aussi, on est dans la préparation, dans l'entraînement, on donne l'idée, on donne l'orientation, mais c'est très difficile de dire ce que je travaille en match, je vais évidemment avoir les mêmes lignes de course, mais est-ce que je suis garanti d'avoir du succès? Non, mais on voit quand même que plus on travaille, et plus on a quand même cette habitude, on a ces lignes de course. Plus c'est facile de passer de la théorie à la pratique. Voilà, et donc il faut le faire, mais c'est pas facile d'avoir la concentration, l'adhésion des joueurs dans un travail comme celui-là. Et à 150 000 € la semaine, il y a moyen de les convaincre. Hein. Oui, ça, Bruno, peut-être pas tous à Luton quand même. Hein. Non, peut-être pas tous à Luton. Non, mais 75 000, c'est pas mal. C'est important de dire que c'est compliqué parce qu'on croit toujours oui, mais il suffit de travailler. Oui, mais il y a aussi, ce que vos joueurs. Oui. En tout cas, à Luton, et on va demander à Christian, il y a une vraie philosophie parce que finalement, cette équipe peut changer depuis la saison dernière et puis il y a toujours les mêmes principes finalement avec le même entraîneur, le même manager, Rob Edwards. Mais c'est une philosophie de championship, hein, c'est-à-dire qu'il y a une intensité du début à la fin et ils essayent de jouer avec leurs moyens. Et comme vous l'avez dit en début d'émission, ils sont passés par les playoffs. Donc, c'est des gens qui se sont battus de la première à la dernière journée pour essayer de passer par le chat de l'aiguille et de rejoindre cette première ligue. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à Jean-François. Et c'est vrai, on a tous été témoins dans notre petite carrière de l'entraînement sur phase arrêtée et on se souvient tous très bien d'attendre et d'être la personne qui doit être dans le mur ou qui doit se positionner au premier poteau pour qu'on puisse travailler les phases arrêtées. Et c'est vrai qu'après 15 minutes, soit les joueurs ont froid, soit ils en ont marre. Et donc, c'est très, très, très dur de les convaincre. Et même avec beaucoup d'argent, je crois que ça les embête. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si, comme on dit théoriquement, on est passé de 31, 32, 33% à 25% de buts sur phase arrêtée, c'est devenu de plus en plus précieux. Et Arsenal est l'exemple typique. Arsenal, aujourd'hui, dans les difficultés, a réussi à s'en sortir grâce aux phases arrêtées et à être performant. Donc, c'est vraiment un point et un domaine très important qu'il faut travailler.
Il n'y a plus besoin de rester dans les murs. Il y a quand même des mannequins aujourd'hui. Hein. Il y a des plots et des mannequins. Tout le monde ne doit pas rester dans les murs pendant une heure pour préparer les coups francs. Alors, à la limite, pour les coups francs, d'accord. Quoique, parce que si le positionnement d'un mur défensivement, c'est tellement important aussi d'avoir ces points de repère qui jouent. C'est le gars qui se couche dans la boue pour attendre la limace. Pour la répétition. C'est vrai qui joue le rôle du premier. La communication avec le gardien est importante, etc. Enfin bref, tout ça pour dire, évidemment qu'on peut les travailler. C'est sûr qu'on peut les travailler. Il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est des séances qui vont durer 1h30 où tous les joueurs sont hyper concentrés. Et quoi qu'il arrive, même si on les travaille, ce ne sera pas la situation du week-end. Je rappelle quand même qu'en football, c'est l'adversaire qui détermine aussi ce que vous allez faire. C'est pas, voilà, votre adversaire, c'est celui qui va déterminer vos choix de course aussi. Bien sûr. Donc, c'est important de le rappeler. Et alors, parce que Christian disait un truc, si on a une petite comparaison entre Luton d'un côté et Burnley de l'autre. Burnley, la semaine passée, c'est, je crois, 11 transferts sur le terrain. Et c'est exactement ça. C'est ce que je disais. Ça, on a gardé la même philosophie et quasiment la même équipe, même s'il y a des apports, et notamment Sambi, qui est là, mais il est blessé. Normalement, il ne jouera pas ce week-end. Il leur fait du bien parce que bon, il a le ballon, ce garçon-là. Sambi, Barclay, moi. Alors, je dois dire que je redécouvre. Barclay, c'est vraiment le plus cette saison. Barclay comme un joueur étonnant. C'est le facteur X, celui qui apporte du jeu. Et je lisais qu'il était de nouveau prêt à éventuellement sauter le pas vers un plus grand club. On verra si ça marchera pour lui, mais bon, en tout cas, mais quelle belle association. En tout cas, Aston Villa est prévenu. Se déplacer à Kenilworth Road, c'est pas facile parce qu'eux, ils n'ont plus gagné depuis 1989. Bon, ils ont joué que 3 fois, mais ils ont quand même perdu 3 fois en l'espace de plus de 30 ans. Mais cette équipe d'Aston Villa, on va regarder les derniers résultats parce qu'on pensait que cette équipe qui joue aussi la Conference League allait s'écrouler. Finalement, il y a quand même plus de vert que de rouge sur les dernières journées, en tout cas depuis le mois de décembre. Et puis elle a du répondant, vous voyez, il n'y a pas 2 défaites d'affilée. Non. Et après la défaite de Man United qui a dû faire très très mal à domicile, hop, on enchaîne un 6/6. Là, il y a du caractère. Exactement. Ce serait une 3e victoire consécutive, ce serait bien. Et évidemment, dans le sprint final, c'est aussi important. Vous rappeliez tout à l'heure les écarts, l'écart avec Tottenham, par exemple. Il y a un petit matelas déjà quand même. Même s'ils ont un match de plus que Tottenham, avec 5 points en plus. Maintenant, est-ce que Christian est d'accord avec ça? Il y a du caractère dans l'équipe ou pas? Oui, mais si on re-regarde l'infographie, vous voyez quand même que le vert, il est souvent contre des équipes qui sont très mal classées, quoi. Donc, chaque fois qu'il fallait répondre contre des équipes du top, Manchester United 2 fois et Newcastle, c'est 3 défaites. Donc, c'est quand même moins flamboyant que la période où ils ont gagné en 3 jours contre Arsenal et Manchester City. Donc, ça reste quand même... c'est un peu moyen, quoi. En tout cas, ils n'ont pas encore perdu en déplacement cette saison. Ils ont encaissé un seul but en déplacement sur les 5 derniers matchs. Et on va retourner du côté de Christian parce que ils ont notamment un point fort sur les dernières rencontres. En tout cas, c'est le passage par le flanc droit. Oui, de manière générale, le jeu dominant placé, c'est la meilleure équipe, meilleure que Manchester City et que Arsenal. Ils sont les meilleurs sur centre, ça c'est aussi exceptionnel. Mais c'est surtout l'exploitation du flanc droit avec Bailey aussi, avec Diaby, et donc là, sur ces derniers matchs, ils profitent bien un peu à la De Bruyne, comme ça, de rentrer dans cette zone optimale, de faire un enchaînement de out vers in et de donner ce ballon au cordeau. Voilà, c'est chaque fois un peu la même chose. Ils se situent dans le half space, faire le contrôle orienté, et puis le centre au cordeau. Et ça fonctionne très bien. Et ça, c'est un des ajouts de cette saison que Emery a donné à cette équipe. Et c'est une équipe qui est très complète offensivement. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée et garder cet apport-là. Avec un super Watkins, 14 buts, 10 assists. C'est la meilleure saison de la carrière de Watkins. Oui. Et puis, moi, ce qui me frappe aussi, c'est la difficulté, quelle que soit l'équipe, d'aller s'imposer à l'extérieur. Bon, en 13 déplacements, City, qui sera peut-être le nouveau champion, c'est 9 victoires. C'est pas étincelant non plus, c'est bien, mais c'est pas étincelant. C'est 6 pour Aston Villa. Donc imaginez un peu une équipe de ce niveau-là, 6 victoires en 13 déplacements. C'est compliqué d'aller gagner à l'extérieur dans cette compétition. Oui, ils perdent une fois tous les 7 derniers matchs et la défaite à l'extérieur, je parle. La défaite, c'est Manchester United. Nottingham. Nottingham. Et donc ça veut dire que c'est contre une équipe qui ressemble un peu à ce qu'ils vont rencontrer ici, dans l'esprit, dans la volonté, dans l'engagement. Donc il y a quand même danger, parce que je trouve que c'est un match que, à la limite, si on regarde un peu les prestations de Luton depuis le début de la saison, on dit que c'est un match qui leur convient assez bien.
Voilà. A priori, ils ne sont pas attendus comme étant les vainqueurs du match, mais par contre, ils vont pouvoir bien les embêter. Et justement, la transition est parfaite parce qu'on a vu pour Luton que cette équipe est efficace sur les phases arrêtées, notamment sur corner, et on va retourner du côté de chez Christian parce que c'est une faiblesse par contre du côté d'Aston Villa. C'est la plus grosse faiblesse de Premier League, c'est les buts encaissés sur phase arrêtée, notamment sur corner, avec 9 buts encaissés cette saison sur corner. Là aussi, ça prolonge un peu notre discussion, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on surprend une équipe qui est en place et qui, par exemple ici, il y avait 4 joueurs qui étaient positionnés dans la première zone. On essaye de faire sorte d'appel contre appel, et puis après évidemment il faut jouer les deuxièmes et les troisièmes ballons, donc là c'est un peu de malchance, mais enfin ça fait partie du football aujourd'hui. Il faut que Aston Villa soit meilleur sur ses phases arrêtées, parce que quand on encaisse 9 buts comme ça coûte des points à la fin de la saison. À suivre donc dans cette rencontre. À suivre, oui. Moi j'ai envie d'ajouter aussi sur Aston Villa que ils réussissent tout ça malgré quand même un nombre de blessés assez important. Je pense à des joueurs comme Buendia par exemple, qui est un excellent joueur et qui depuis le début de la saison n'a quasiment pas eu droit au chapitre. Plusieurs joueurs qui ont des problèmes, notamment au niveau des genoux. Donc il y a Mings, il y a Konsa, c'est pas mal de bons joueurs qui sont absents encore. Et puis j'ai envie de terminer sur une phrase d'Unai Emery. On va peut-être terminer sur Tielemans. Oui. Après votre phrase. Après ma phrase, moi en tout cas, c'est terminé sur la phrase d'Unai Emery qui dit aujourd'hui on peut être dangereux de différentes façons. Et ça complète ce que Christian disait. Il y a l'année dernière, est-ce qu'il a pu apporter cette année-ci, et ils arrivent justement à varier les choix offensifs. Tielemans, titulaire, en tout cas sur les 2 dernières rencontres, on sait que parfois il se retrouve sur le banc. Il grandit. Il grandit. Et pour sans faire trop de bruit finalement. Sans faire trop de bruit, sans être hyper spectaculaire, sans être hyper efficace dans toutes ses relances. Il faut lui laisser encore un peu de match sans doute. Mais bon, il n'en reste plus beaucoup. Voilà, Luton face à Aston Villa, samedi à 18h30. Mais Villa pour le top 4, on n'est pas en train de parler ici de Conférence League. Il se pour bat la Ligue des Champions. Bien sûr. Oui, là, alors, ok, ça se passe dans le temps, mais les 3 dernières fois que Villa a été à Luton, c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé par ça. Donc ouais. Ils n'ont plus gagné là-bas depuis 1989. On oublie vite, nous, on est déjà dans... C'est pas grave. Et on est déjà d'ailleurs sur le gros match du week-end. C'est le derby de Manchester. Le derby de Manchester. Attention, dimanche à 16h30, horaire un petit peu inhabituel. 16h30 donc pour le coup d'envoi. Manchester City en route évidemment pour un éventuel 4e titre d'affilée. 2e actuellement avec 59 points, un point de moins que Liverpool. Et Manchester United, toujours bloqué à la 6e place avec 44 points. Voilà, c'est un des grands rendez-vous de la saison. Ne pas en faire un duel entre Haaland et Højlund, parce que il y en a un des deux. Højlund, pardon. Parce qu'il y en a un des deux qui va pas tenir la comparaison. Il y en a un des deux qui est blessé, de toute façon, voilà. Højlund, qui ne jouera pas. Je vois un peu l'image qui a été donnée là. Ouais. Ça va être un duel d'entre-jeux. Normalement, il est absent. Il est absent pour plusieurs semaines, Højlund. Donc, ce sera sans lui. C'est un match particulier. Moi, je trouve d'autant plus un match particulier parce que je trouve que ce qui se passe du côté de Manchester, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien pour la fin de saison. Je trouve qu'il y a on parle plus en coulisses. Il y a l'arrivée de Radcliffe, le fait qu'il ait pris maintenant le pouvoir sportif. Avec finalement peu de parts, les supporters ne sont pas nécessairement super contents, attendent d'être convaincus. Lui, il a déjà déclaré vouloir nettoyer à peu près la moitié de l'effectif. Enfin, je sais pas, c'est un peu... je me dis... C'est le flou artistique. C'est un peu le flou, à la fois parce que Ten Hag dit « Ah oui, mais je m'entends bien avec eux, on a envie de travailler ensemble. » D'un autre côté, on n'entend pas du tout. Ce sera Graham Potter qui va arriver, ce ne sera pas lui. Donc, on ne sait pas très bien qui, quoi, qu'est-ce. Est-ce que c'est important avant un derby? Je ne sais pas. Un derby, ça reste quand même un match totalement à part. Mais c'est quand même pas la meilleure façon de préparer ce genre de match face à... Non, alors surtout qu'il y avait un redressement dans les résultats de United. Et puis, le week-end dernier, patatrac, je vous propose de voir l'infographie avec les derniers résultats. Il y a eu Manchester City. On parle évidemment de Manchester City. Les derniers résultats, on viendra sur United après.
avec un parcours quasiment parfait, à part l'accrochage face à Chelsea. Chelsea qui avait fait un très très gros match ce jour-là. Qu'est-ce que je remarque? Ce sont les écarts, de petits écarts pour les Citizens. On ne parle pas ici de la FA Cup, bien sûr. Et aussi, c'est une équipe qui laisse la possibilité aujourd'hui à ses adversaires de se procurer des occasions. Alors, c'est pas inquiétant parce que le foot c'est ça aussi, mais quand même, on verra avec quel état d'esprit les Red Devils vont aborder cette rencontre. Alors justement, pour Christian, il y a pas mal de circonstances favorables. On a vu des victoires courtes sur un but d'écart avec des circonstances favorables. Donc tout fonctionne à merveille. Pour le moment, il y a le retour d'Alan, le retour de De Bruyne et puis le petit brin de réussite. Je ne sais pas si je peux appeler ça de la réussite, mais il y a ce petit brin en tout cas qui permet à City de gagner des matchs. Oui, il y a des périodes où il y a plus de difficultés. On l'a vu aussi la semaine passée, on a expliqué avec Arsenal. Ce qui fait surtout du bien, c'est pas de marquer 21 buts en 5 matchs, c'est de prendre 12 points sur 12 quand on fait 4 fois 1-0. Et c'est le cas, comme on l'a vu dans l'infographie ici. Ils ont marqué 5 buts sur les 4 derniers matchs en Première Ligue. Donc, c'est pas du tout la production offensive qu'on connaît de la part de Manchester City. Mais surtout, si on regarde ces 5 derniers buts, il y en a 4 sur les 5 qui sont des circonstances favorables, donc dont 2 avec reprise. Il y en a un qui a été dévié par un adversaire. Et il y a il y a le défenseur qui glisse au moment le plus important pour pouvoir offrir la victoire à Manchester City. Donc, il y a des périodes comme ça où ça passe comme ça très, 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 très difficilement, mais ça passe quand même. Et c'est ces résultats-là qui font la différence à la fin de la saison. C'est les petits écarts, c'est marquer un but sur phase arrêtée, c'est profiter d'une glissade, mais le but de la compétition, c'est de rapporter et de prendre les 3 points. Je t'offre juste un tout petit peu tout ce que vous avez dit, c'est 18 matchs, alors on peut dire ce qu'on veut sur les 1-0 de Nain, c'est 18 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Oui, la dernière depuis qu'ils ont été gagnés le championnat du monde en plus des clubs, là, ça déroule. La dernière défaite, c'est au mois de décembre, je crois le 6 décembre, un truc comme ça, du côté d'Aston Villa, ou le 16 ou le 6, je ne sais plus, le 6. Mais donc ça veut dire quand même que, ok, alors je trouve qu'il y a beaucoup de raisons pour les donner favoris dans ce match-là. D'abord, la raison, c'est que la forme de De Bruyne et d'Haaland, ce que De Bruyne apporte à l'équipe, et je trouve qu'on le voit quand il joue, cette verticalité, on avait déjà parlé avant, c'est-à-dire que même lorsque la récupération est plus basse, c'est un joueur capable, lui, à un moment donné, de transformer à peu près rien en occasion de but. Et donc ça, c'est quand même un gros apport. On reste sur De Bruyne parce que Christian nous a préparé une infographie, parce qu'il a très peu joué cette saison, mais il est déjà à 12 assists, c'est ça, toutes compétitions confondues. C'est inouï. Oui, 12 assists, mais aussi, surtout, il n'a pas joué tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs où il s'est reposé, mais donc voilà, 12 assists. Il a joué que 12 matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Oui, et pas 12 fois. Mais en 2024, on a déjà 12 assists et dans toutes les compétitions. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça confirme en fait ce que Jean-François dit. Regardez les 3 assists du bas. Donc, c'est une récupération basse. Il a reçu le premier ballon en première intention et il donne dans la profondeur, comme on l'a vu dans le match contre Luton en coupe pour Alan. Et puis aussi, surtout, regardez cette zone vers la droite. Il adore venir donc dans cet half space, dans cette zone optimale où il attend ce ballon qui vient dans la profondeur, où il vient demander dans la profondeur. Et là, en fait, il est intraitable parce qu'il a une vision du jeu et il a une passe formidable. Et ça permet en fait de pouvoir donner ses passes au cordeau, ce qui fait que, et voilà, c'est un joueur, c'est la super classe mondiale et que en fait, il a une différence, il fait une différence pour cette équipe. Cette équipe a énormément de talent, mais avec lui en plus, ça peut être la clé pour gagner le championnat cette année. Et on revoit ses assises. Donc, il est phénoménal, mais c'est avoir une telle... Parce qu'on parle de dribbleur, de tout ce qu'on veut, mais avoir une telle qualité de passing, je rappelle quand même que le passing est un geste technique. Aux échecs, on dit qu'il a un coup d'avance à chaque fois sur la vision du jeu, sur l'utilisation à faire du ballon. C'est plus joli qu'un but. C'est plus joli qu'un but. Oui, mais je pense même que alors ça c'est l'exemple ici. Je pense même que dans cet exemple-là, il sait avant de contrôler ce qu'il va faire. Et il a un temps d'avance sur tout le monde. Là. Et en plus, je ne vais pas dire qu'il s'est reposé pendant 4 mois parce qu'il était blessé. Il s'était blessé à la première journée, au premier match. Mais il arrive frais et là, il va pouvoir dérouler même jusqu'au championnat d'Europe. Le seul problème avec lui, c'est que quand il joue aujourd'hui, tout le monde retient son souffle en disant est-ce qu'il ne va pas se blesser à un moment donné ? Parce que voilà, il est devenu tellement important. Et je pense que. Alors, il faut bien prendre conscience d'être aussi important dans une équipe comme ça, de stars.
c'est du niveau de Messi, c'est du niveau de Ronaldo, Oui, c'est du on a donné niveau sa stat, hein. d'Mbappé, Oui. c'est du niveau de... Voilà. Surtout qu'il y a le niveau d'Haaland, avec les 5 buts qu'il a marqués mardi, c'est 79 buts en 83 matchs, toutes compétitions confondues avec Manchester City. Qui dit mieux? Pas vous. Non, Vous non plus? c'est incroyable. Attention quand même, le mois de mars est un mois très chaud. Oui, parce qu'ils vont devoir jouer Liverpool, ils vont devoir jouer Arsenal. Ouais. Il y a aussi la Ligue des Champions qui vient se glisser. Ouais. Tout ça, ça veut dire que, voilà, même si je pense que le match contre Copenhague, ils vont le jouer à domicile, donc ça va, ils ne vont pas trop voyager. C'est important de ne pas trop voyager non plus. Bon, ils sont toujours en route pour le triplé, comme la saison dernière. Ils l'ont fait la saison dernière. Et pour revenir sur Haaland, c'est 3 matchs face à Manchester United, c'est 5 buts, 3 assists. En plus, il se régale à chaque fois face à Red Devils. Ouais. On rappelle qu'à l'aller, c'était 0-3, victoire de City. Bon, la saison dernière, c'était un peu plus serré. C'était 2-1 chaque fois à domicile pour United ou pour City. Mais la saison d'avant, 6-3 quand même. Et 4-1 aussi la saison d'avant. Donc, United a déjà pris quelques claques. Je ne sais pas quel sera le choix tactique de Ten Hag pour aller jouer ce match-là. Mais s'ils essayent d'aller jouer un peu haut et qu'ils se... Bon, à mon avis, à un moment donné, ils vont se faire avoir, ne fût-ce que la vitesse. Il faut dire, bon, si on parle de Man United, on va évidemment pointer la charnière centrale en disant c'est quand même... Le bloc équipe de Manchester City aujourd'hui est beaucoup plus rassurant que celui de Manchester United. Tout va dépendre du premier quart d'heure. Avec United, on a envie de dire ils vont faire un très bon match, mais attention au premier quart d'heure, et puis on verra la forme de celui-là ou de celui-là. Et puis si tout va bien... On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Il y a pas mal de blessés du côté de United aussi. Oui. Højlund, on l'a dit, mais Maguire, Martinez, Mount qui est absent depuis longtemps et j'en passe. Il y en a d'autres qui sont absents. On revient sur les résultats. Shaw. Oui, ils apportent oui, tout à fait. Mais c'est déjà des blessés, déjà de longue date. Donc il y a pas mal d'absents du côté de United. On parlait des résultats en commençant cette analyse de United. Voici les derniers résultats. Je vous le disais, il y avait un redressement avec 4 victoires consécutives et puis de nouveau la rechute face à Fulham en étant battu dans les derniers instants. Ça reste une équipe qui n'est pas tout à fait guérie, entre guillemets. Non, elle n'est pas guérie, et c'est ça, cette instabilité-là. Fulham, on en avait parlé en semaine, cette équipe n'a pas de stats extraordinaires à l'extérieur, et elle vient à se faire un résultat pareil. Et en jouant, en jouant vraiment. Et Manchester United s'est réveillé, mais beaucoup trop tard. Alors, je vous propose de revoir les buts justement de United face à Fulham. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Des 7 premières équipes du classement, United est la seule à ne pas avoir un goal average positif. C'est 36 buts marqués, 36 buts encaissés. C'est affreux. J'attire souvent l'attention sur justement l'avérage d'une équipe qui le situe souvent assez bien au classement. Et bien voilà. Et j'ai envie de rajouter à ça. C'est presque un miracle d'être 6e encore et de pouvoir éventuellement espérer terminer dans le top 5. 10 fois. 10 fois cette saison. Et le but de la défaite sur une rentrée en touche quasiment dans au niveau de son propre rectangle. Enfin, c'est des choses qui sont absolument inadmissibles à ce niveau-là. Et puis, quand vous avez McTominay, pour qui on a un grand respect, mais qui est un de vos meilleurs buteurs, c'est qu'il y a un vrai souci par ailleurs. Ouais. Moi, mais j'ai envie de rajouter, parce que le côté extra-sportif pour moi joue énormément à Manchester. Je pense que, d'ailleurs, parce que l'analyse de Radcliffe n'est pas mauvaise en soi, c'est-à-dire, après on peut discuter sur le personnage, sur la société qu'il détient, etc. Mais on ne va pas faire ça ici. Mais non, ça vous fait sourire, mais oui, mais bon, c'est vrai. Il faudrait faire une émission spéciale. On pourrait faire une émission spéciale. Non, mais il met le doigt sur un truc en disant les entraîneurs se sont succédés les uns après les autres à Manchester United et ça ne va pas. Donc ça ne doit pas nécessairement être l'entraîneur, la cause. On peut remonter jusqu'à 2013, depuis que Ferguson est parti. Les bonnes périodes ont été très rares. Il y a quelque chose dans la structure du club qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou Ferguson a pris trop de place pendant trop longtemps. Oui, ça c'est possible, mais dans un cas comme dans l'autre, ça veut dire qu'il manque quelqu'un aujourd'hui dans la politique sportive du club. Quand un chef étoilé quitte le resto, vous perdez l'étoile. Il reste combien d'étoiles d'ailleurs à Manchester United, Christian? Si on doit avoir une estimation. En tout cas, pas sur phase arrêtée, parce que là, c'est comme Aston Villa, ils ont perdu toutes leurs étoiles et ils sont aussi dans une situation catastrophique. D'abord, on a toujours dit qu'ils avaient des difficultés pour marquer sur phase arrêtée, mais ça va un peu mieux. Puis on l'a vu avec Højlund la semaine passée. Et aussi la victoire hier en coupe contre Nottingham Forest, où il y a quand même un but sur coup franc de la part
de Casemiro, mais ici surtout ils ont encaissé 10 buts sur phase arrêtée sans penalty, 7 corners et 3 coups francs. Donc au-delà du jeu, quand on a des difficultés pour marquer, mais si en plus défensivement on donne la possibilité à n'importe quel adversaire, et c'est bien ça le problème, n'importe quel adversaire de marquer sur phase arrêtée, alors les problèmes s'accumulent et l'issue est compliquée. Il faut déjà, quand on encaisse 10 fois sur phase arrêtée, il faut déjà marquer 20 buts pour prendre l'avantage. Donc c'est compliqué, c'est quelque chose qui doit être corrigé avant la fin de la saison, sinon il n'y a vraiment plus aucune chance pour essayer d'atteindre ce top 4. Alors Jean-François, vous nous disiez que les joueurs sont parfois un petit peu reluctants à faire des exercices de phase arrêtée au niveau offensif, alors ça doit être pire au niveau défensif. Oui. Mais quand vous travaillez les phases offensives, vous devez avoir des gars qui défendent. Mais là on est à 150 000 € la semaine. Oui, mais pour être dans la réalité, plus là. Imaginez ce qu'il faut faire pour être dans la réalité du match du dimanche. C'est pas possible à mettre en place aux entraînements, il faut bien le comprendre quand même. Les mecs ne vont pas y aller avec la même intensité que ce qu'ils vont faire le dimanche. Donc à un moment donné, on travaille des schémas. Et ces schémas-là sont préparés, on les travaille sans opposition, d'abord pour la qualité de la frappe, et puis on rajoute une opposition, mais qui serait une opposition plus ou moins passive. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on observe chez l'adversaire des points par rapport à sa manière dont il se comporte lui, et alors on met en place peut-être des phases arrêtées, je dirais en 1 temps, 2 temps, 3 temps, parce qu'on sait que l'équipe va sortir, qu'elle oublie ses marquages, etc., etc. C'est pas de la danse. Un peu long sur la phase arrêtée. Non, pas du tout. On reconnaît l'homme de terrain. On voit vos paroles. Non, normalement, c'est là que vous vous levez, il y a un tableau et on est parti. Hein. Ouais. Là, les joueurs sont réfractaires aussi. Si, bah, Bon, heureusement qu'ils sont là le week-end, en tout cas, pour jouer. Ils viennent jouer. On leur donne rendez-vous, ils viennent. Parfois, il y en a qui sont en retard. 150 000 € par semaine, ils viennent le dimanche. Avec Discord, on va arranger quelque chose. Voilà, justement. Christian, je sais pas, le mot de la fin, peut-être sur ce derby entre Manchester City et Manchester United, qui, franchement, sur le papier, paraît disproportionné, déséquilibré, mais ça reste un derby. Oui, ça reste un derby, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter, puisque moi, mon domaine, c'est juste d'observer les modèles, l'intensité du match, c'est quelque chose, le public, voilà, et puis c'est aussi le momentum, le moment, la journée favorable ou défavorable, mais j'espère en tout cas qu'on va avoir un match avec beaucoup d'intensité. Est-ce qu'on a dit que City était invaincu quand même à domicile, parce que c'est de plus en plus rare. Mais vous l'avez dit. Comme on avance dans la saison. Non, je ne l'ai pas dit, je viens de le dire maintenant. Non, vous avez parlé de la longue série. Oui. Est-ce qu'on vous a dit qu'à l'extérieur, c'est la plus faible attaque, les Red Devils du top 6 ? Ouais, on l'a dit ou pas Vous venez de le dire. Non, mais tout est dit, enfin j'espère. Et tout n'est pas dit, ce sera peut-être dit avec Christian donc, sur la plateforme Discord. En attendant, voilà, on termine avec ce match. On vous propose les rendez-vous du week-end de cette 27e journée à suivre donc sur vous Sport World, sur Divertissez-vous aussi pour en tout cas Goals of the Day. Liverpool en fil rouge. Hein. Oui, parce que Liverpool est en tête et va tenter justement de garder cette première place avant le derby de Manchester. Déplacement à Nottingham qui vient d'être battu par Manchester United en Cup. Qualifié en Cup avec tous les gamins, bien sûr. Ouais, en plus Liverpool qui s'est qualifié face à Southampton donc avec pas mal d'absents. Ce sera intéressant de suivre Liverpool en déplacement à Nottingham. Ce sera intéressant de voir Luton Town face à Aston Villa dans ce stade. C'est avec vous, Bruno. La suite, dimanche, voilà, c'est l'apéritif, on va dire que c'est Burnley-Bournemouth, mais le plat de résistance, c'est évidemment le derby de Manchester à 16h20, prise d'antenne, et là ce sera avec Philippe Perrand et Fred Wassège. Et Fred Wassège, exactement. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi soir pour Sheffield United Arsenal, un match qui semble disproportionné, mais bon, ça reste en tout cas un match du lundi soir, le Monday Night Football. C'est toujours un moment aussi. Ils n'ont plus rien à perdre, du côté de Sheffield, à pas se faire plaisir. Effectivement. On vous a dit, pour en tout cas le derby de Manchester, vous retrouverez Christian sur Discord. Et si vous n'êtes pas encore sur la plateforme, alors que voir d'abord nos réseaux sociaux, nos différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre, le QR code pour rejoindre Christian et la communauté Vous Sport sur Discord, la voici, la voilà. Ça reste un moment aussi très intéressant. C'est une autre dimension, c'est la 4e dimension. Hein. Il y a ce qu'on voit à l'écran et puis ce qu'on peut interpréter aussi. Vous savez quoi ? C'est unique. C'est unique, c'est exclusif. C'est exclusif. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de passionnés de football qui aient l'occasion comme ça d'abord de partager les trucs ensemble, et puis surtout d'avoir ce fil rouge avec Christian qui peut chaque fois revenir sur des faits, parce que c'est bien de revenir sur la réalité. Vous savez, c'est ce qu'on fait dans l'émission tous les jeudis. Exactement, les discuteurs de comptoir entre les supporters, ça part vite dans tous les sens. Mais là, c'est bien parce que c'est un peu comme un modérateur qui les remet un peu sur dans la réalité des faits.
Et en plus, il y a de plus en plus de monde et d'abonnés qui vont sur la plateforme. Christian, vous confirmez ? Oui, bah écoute, ça évolue semaine après semaine. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est qu'ils se retrouvent aussi en dehors des matchs Discord pour pouvoir voir des matchs ensemble. Quand Arsenal, il y a des supporters d'Arsenal, de Manchester United, quand l'un joue, l'autre vient et ils discutent. Et voilà. Et c'est toujours très, très correct, très, très poli. Il n'y a pas d'animosité. Et ça se passe vraiment bien. Bien. Et bien voilà, et en plus, si les supporters discutent et ne se disputent pas, c'est encore mieux. Voilà pour ce rendez-vous Discord. Je pense qu'on touche à la fin de cette émission, qui a été riche en informations. Merci Jean-François. Merci Serge. On vous retrouve donc ce week-end, Bruno aussi, et Christian. Voilà. Moi, c'est l'Europe de 11 lundi, moi. Donc. Toi, pardon, excusez-moi, chef. Et moi aussi. Vous aussi. Moi aussi, je veux. Voilà. Et bien voilà, on vous retrouve aussi sur l'Europe des 11 tous les lundis à 18h, évidemment. Le rendez-vous historique de Canal+, BTV aujourd'hui sur Vous Sport World. Merci à vous en tout cas aussi de votre fidélité. Merci à tous ceux qui travaillent sur cette émission chaque semaine. Et on vous souhaite un excellent week-end de Première Ligue. Bye bye. La Première Ligue continue sa marche en avant ce week-end sur Vous Sport World. Samedi à 15h45, vivez un Goals of the Day rempli avec Brentford face à Chelsea, le déplacement de West Ham à Everton, Brighton qui se déplace à Fulham, Newcastle qui accueille Wolverhampton, le leader Liverpool qui se rend à Nottingham Forest et Tottenham qui reçoit Crystal Palace. Et dès 18h25, suivez le duel entre Luton Town et Aston Villa. Ensuite dimanche à partir de 13h55, retrouvez Burnley, Bournemouth. Et à 16h20, profitez d'une affiche au sommet entre Manchester City et Manchester United. Enfin lundi dès 20h55, Sheffield United reçoit Arsenal. Vivez la Première Ligue en exclusivité sur Vous Sport World.